Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cet atelier. Avant de commencer, je vais juste me présenter rapidement. Anne Désérable, moi je dirige la branche française de Cantis, qui est un cabinet de conseil qui est spécialisé en stratégie environnementale. Donc on accompagne les entreprises dans leur transformation environnementale pour réduire leur impact. Et je suis accompagnée, j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cet atelier avec Quentin et normalement Valérie qui va nous rejoindre, qui a juste été un petit peu retenue, mais qui va nous rejoindre. Et Quentin, je te laisse le soin de te présenter. Tout à fait. Bonjour à tous, donc Quentin Vidoët, donc moi je travaille pour le groupe Accor et je suis en charge de toute la partie stratégie climat pour le groupe Accor. Voilà. Merci beaucoup et on vous entendra juste après. Je vais commencer par simplement introduire le sujet et ce pourquoi on est là. Cet atelier, pourquoi on a voulu parler aujourd'hui de la mesure de la réduction du scope 3 et pas au hasard de la CSRD, comme à peu près 80% des sujets qui sont traités à Produrable. Je plaisante. Pourquoi la mesure de la réduction du scope 3 ? Parce qu'en fait, c'est un sujet qui concerne toutes les entreprises. Et aujourd'hui, on voit que beaucoup d'entre elles ont du mal à passer... Ah ben, je vois que... Valérie est arrivée, ont du mal à passer d'un outil qui leur sert à mesurer leur scope 3 et à reporter leur scope 3 à un outil qui leur sert à piloter leur transformation. Et on va rentrer un petit peu dans le détail pour comprendre pourquoi. Bonjour Valérie. Pardon, je reviens. Voilà, donc... avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je pense que c'est important de faire un pas de côté et de prendre un peu de recul et de regarder ce qui s'est passé, notamment sur les 10 dernières années, où on a un exercice qui s'est vraiment démocratisé, notamment à la suite des accords de Paris, où de nombreuses entreprises ont senti la nécessité de mesurer leur impact, de mieux comprendre quel était leur impact de leur activité sur l'environnement. Donc il y a eu une vraie démocratisation du bilan carbone qui se faisait de manière assez manuelle, avec les moyens du bord, et puis progressivement une accélération des contraintes réglementaires, devrais-je dire de la réglementation en tout cas, qui a demandé aux entreprises de tenir véritablement compte de cette mesure et d'en tenir compte dans leurs actions. Et puis, dans le même temps, on a vu se multiplier les outils qui permettent de mesurer cet impact de manière beaucoup plus efficace. Donc la digitalisation de la mesure est maintenant partout et a permis énormément, est arrivé avec plein d'avantages, a permis un petit peu plus de précision, mais surtout beaucoup plus d'efficacité, a permis également de traiter de la donnée en temps réel. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas c'est possible maintenant davantage grâce aux outils digitaux, permet également plus de transparence, permet de faciliter le reporting, etc., etc. La liste est évidemment pas exhaustive, mais voilà, on voulait juste rappeler à quel point l'apparition des outils digitaux a permis la démocratisation du bilan carbone. Ceci dit, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que souvent, cette digitalisation est considérée comme... pas une fin en soi, mais en tout cas, on a l'impression que ces outils vont répondre à tous nos challenges. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, on voit que cet exercice de calcul, il reste semé d'embûches. Il y a encore beaucoup d'obstacles. On parle encore et toujours de la donnée, et on ne cesse de le rappeler, mais c'est vrai que c'est un des gros challenges qu'on voit aujourd'hui, qui est la difficulté à collecter de la donnée qui est complète et de la donnée qui est précise, qui est vraiment qualitative. L'autre challenge qu'on voit de plus en plus, c'est cette difficulté à connecter ce calcul qui se fait généralement à une échelle entreprise à quelque chose de beaucoup plus opérationnel, et notamment à une échelle produit, qu'on puisse davantage piloter. Un autre élément également qui vient s'interposer dans le passage justement d'en faire d'un outil de reporting à un outil de pilotage, c'est l'incapacité qu'on a parfois à refléter au travers de cette mesure les actions qu'on met en place. Et c'est davantage l'objet de la discussion qu'on aura aujourd'hui. Comment faire en sorte que
la mesure et cet exercice de bilan carbone, et quand je dis bilan carbone, c'est évidemment tenant compte du scope 3, permettent de refléter l'ensemble des actions de réduction qu'on met en place. Et aujourd'hui, si on souhaite se focaliser sur la transformation, on n'en est plus à la mesure, et mesurer pour mesurer n'a absolument aucun intérêt. L'idée, c'est véritablement de se transformer. Si on veut se transformer, encore faut-il que cette transformation puisse être reflétée dans les chiffres. Et puis j'en parlais, la croyance en l'outil providentiel, il y a évidemment d'autres obstacles aujourd'hui, mais c'en est quelques-uns qui nous semblaient intéressants. Donc aujourd'hui, on voit le besoin d'aller vers une approche qui est plus pragmatique, au-delà de la simple digitalisation, de revoir la façon dont on pense ce calcul et notamment la méthodologie. Donc comment fait-on pour mesurer plus intelligemment, mesurer intelligemment pour mieux derrière piloter. Ici, on voulait simplement insister sur un point en particulier, le premier qui est la nécessité d'adapter la méthodologie de calcul aux enjeux et aux besoins de l'entreprise. Et puis dans un second temps, et c'est la conséquence du premier, dédier suffisamment de ressources et de temps à cet exercice, parce que vous verrez qu'en fait, passer plus de temps sur cette méthodologie de calcul, la questionner, la challenger, la retravailler, nécessite de faire ça en intégrant davantage de parties prenantes, et donc ça génère beaucoup plus de temps et d'efforts. Donc je vais juste me focaliser un petit peu plus sur le premier point. Pourquoi adapter la méthodologie simplement vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, le bilan carbone, on le sait tous, c'est un exercice qui est itératif et qui a vocation à s'améliorer de manière continue. Je ne sais pas si l'analogie est bonne, mais pour plaisanter, j'ai l'habitude de dire qu'un premier bilan carbone, c'est comme une première crêpe, c'est toujours raté. Et je pense que c'est vraiment la réalité. Le premier bilan carbone, il n'est jamais parfait. On le sait. Et c'est d'ailleurs assez frustrant parce que souvent, on calcule son bilan carbone et puis ensuite, on se base là-dessus pour identifier les leviers de réduction, faire son plan d'action, etc., etc. Et puis, plus tard, quand on est amené à refaire son bilan carbone avec davantage de données, avec une meilleure compréhension des choses, on a des chiffres qui bougent parfois significativement sans être du tout liés aux actions qu'on a mises en place. C'est un autre sujet, mais important quand même à prendre en compte. Je pense qu'à partir du moment où on commence à voir une mesure qui est quand même robuste, on se base là-dessus pour faire ce plan de réduction, et souvent, cet exercice itératif, cette amélioration continue, on l'aborde d'un point de vue de la donnée, du point de vue de la donnée. On considère que pour améliorer son bilan carbone, il faut absolument simplement aller collecter de meilleures données. Or, ce qu'on dit ici, c'est que évidemment que c'est absolument nécessaire de continuer à travailler sur la data, mais qu'il est aussi nécessaire de revoir la méthodologie de calcul, sur la base notamment du plan de réduction qu'on a défini. Et c'est comme ça qu'on peut faire passer le bilan carbone d'un outil de définition du plan d'action et puis de reporting à un véritable outil de pilotage. Un exemple rapide, et puis ensuite Valérie et Quentin pourront vous donner leur expérience et approfondir un peu ces exemples. On travaille chez Cantis avec beaucoup d'acteurs, notamment de l'industrie des biens de consommation, et certains retailers aujourd'hui, dans leur plan d'action, on connaît globalement les leviers qui sont à leur disposition et qu'ils doivent activer, ils se doivent d'encourager à de nouveaux modes de consommation, notamment par exemple, encourager à la consommation de produits bio qui ont un moindre impact environnemental au sens large, ou d'encourager à la consommation de produits de saison. Si votre méthodologie se base sur des données monétaires, dans le premier cas, vous verrez souvent une augmentation du bilan carbone, puisque, on le sait, les produits bio sont souvent plus chers que les produits conventionnels. Ça, c'est un premier cas. Dans le deuxième cas, si votre méthodo s'appuie sur des données qui sont collectées de façon annuelle, finalement, vous ne saurez pas refléter cette action-là. Elle sera complètement invisibilisée, quand bien même elle a des vrais impacts et quand bien même vos consommateurs, in fine, font l'effort, enfin en tout cas achètent des produits de saison. Ça ne se reflètera pas dans votre bilan carbone. Donc,
Comment maintenant aborder l'exercice quand on dit transformer et revoir la méthodologie? Il faut absolument repartir des actions de réduction. Une fois qu'on a cette feuille de route qui est définie, identifier comment pour chacune des actions qu'on va mettre en place, comment on va évaluer les résultats de celles-ci au travers de l'empreinte carbone. Et parfois, ça nécessite d'aborder le calcul de manière totalement différente. Deuxième point qui est absolument crucial, se baser sur des données disponibles. Ça ne veut pas dire arrêter de travailler à aller chercher la bonne donnée, la donnée la plus précise auprès des fournisseurs notamment, mais c'est quand même dans un premier temps, se baser sur ce qu'il y a de disponible. Si on cherche et si on pousse nos fournisseurs, si on leur dit vous n'avez pas la bonne donnée, voilà ce qu'il me faut pour calculer mon bilan de la bonne manière, c'est simplement vu comme un effort supplémentaire à fournir et donc un obstacle et c'est pas comme ça qu'on engage sa chaîne de valeur dans l'exercice. Donc un vrai conseil, c'est de se baser sur ce qu'il y a de disponible et de voir comment on peut arranger la méthodologie pour que, in fine, le calcul ait du sens à partir des données disponibles. Et puis le dernier point, c'est d'évaluer les besoins et les spécificités des différents contributeurs. Quand je dis contributeurs, ce sont les départements les plus contributeurs de l'empreinte et de définir avec eux une méthodologie à chaque fois adaptée à leurs enjeux. Et donc, on se retrouve avec potentiellement différentes méthodologies, différentes manières d'aborder ce calcul selon qu'on s'adresse à tel ou tel pan de l'entreprise, telle ou telle équipe. Voilà un peu dans l'ensemble ce qui permet de revoir de manière la plus pertinente possible la façon d'aborder l'exercice de calcul. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, dédier suffisamment de temps et de ressources. Vous imaginez que pour faire tout ça, ça nécessite évidemment plus d'efforts, et certainement que Valérie et Quentin pourront en dire quelque chose, pour d'une part, embarquer les différents départements, parce que revoir la méthodologie de calcul nécessite de rentrer en contact davantage avec les principaux contributeurs, les différentes parties prenantes de l'entreprise. Aussi pour internaliser un certain niveau d'expertise, être capable de répondre aux multiples questionnements, puisque à partir du moment où on soulève le capot et qu'on demande aux différentes personnes contributrices de mettre un peu les mains dedans et de contribuer, ça génère énormément de questionnements auxquels il faut pouvoir répondre. Et le dernier point, pour aussi... le dernier point, c'est ce dont je viens de parler, mais internaliser un certain niveau d'expertise, ça va avec, pour pouvoir apporter au moins un premier niveau d'analyse technique des résultats qui sont générés et s'assurer que les idées qu'on a quand il s'agit de revoir un peu la méthodologie ne sont pas des fausses bonnes idées et permettent véritablement de capter l'essence de la mesure. Voilà un peu ce que je voulais vous dire et je vais tout de suite laisser la parole à Valérie et Quentin qui sauront concrétiser un peu le propos et nous partager leur retour d'expérience sur ce qu'ils ont fait chez Accor. Est-ce que Quentin, tu veux venir et passer les slides ou tu me dis Ah, vous avez le... Ah bah très bien. Bonjour à tous, merci Anne pour l'invitation. Vous m'entendez bien? Oui. Donc le retour d'expérience Accor, c'est le fruit de... Quentin et moi avons rejoint Accor moi il y a 1 an et demi et lui 3 mois plus tard. Donc j'ai eu la chance de le recruter pour notamment traiter les sujets carbone chez Accor, notamment essentiellement. Moi je suis en charge de la partie environnement qui récupère les sujets carbone, économie circulaire, biodiversité. Donc sur le sujet carbone, on avait une mesure du scope 3 qui jusque-là était assez limitée. Donc pour rappel, Accor, c'est 5500 hôtels dans le monde, plus de 800 000 chambres. Ce sont 3300 employés qui travaillent sous marque Accor. Après, Accor a la particularité
d'être un modèle qu'on appelle asset light. Ça veut dire qu'on ne possède pas les murs. Donc on a un niveau de relation et de contrôle avec ces 5500 hôtels qui est variable selon le contrat de management qu'on va avoir avec eux. C'est assez important pour définir notre capacité à collecter de la donnée également. Alors, sur la partie stratégie développement durable, on est complètement aligné avec les pratiques du secteur et on a défini des objectifs qui sont approuvés par SBTI, avec moins 46% sur les scopes 1 et 2 à 2030 et moins 28% sur le scope 3. Sachant que dans le scope 3, théoriquement, on a toute la partie franchisée d'accord qui représente à peu près la moitié des hôtels dans le monde. Un élément aussi là-dessus, c'est qu'on ne fait pas apparaître, c'est la diversité des pays. On a 5500 sites dans 130 pays. Donc, imaginez un peu l'enjeu de collecte que ça revêt pour ceux qui ont déjà fait, mais 5500 sites que vous ne maîtrisez pas en direct, nécessairement, et qui se trouvent dans 120 pays à peu près. Et qui changent avec un churn, donc c'est-à-dire des entrées et des sorties annuelles. Des hôtels, on en rentre 300, on en sort 100, enfin à peu près un peu plus, mais globalement chaque année. Donc il faut imaginer ce périmètre aussi qui est en constant mouvement du point de vue collecte. Absolument, qui est en mouvement et en croissance. Donc si on regarde le scope 3, alors quelque part on a de la chance, contrairement aux retailers qui ont parfois 86% de leur empreinte carbone dans le scope 3. On a rencontré les gens de Kering en début de semaine, c'est 86% de leur empreinte. Nous, c'est moins important. Néanmoins, si on regarde juste le sujet food waste, et je vais vous donner un autre chiffre qui n'est pas... si on regarde juste le sujet alimentation, c'est plus de 60% de l'empreinte carbone de notre scope 3. Ensuite... Avant, moi j'ai une question. Ouais. Parmi vous, ceux qui font des bilans carbone ou qui, pour l'entreprise ou côté conseil, qui d'entre vous a fait un bilan carbone scope 3 avec du spend ? Levez la main juste pour qu'on ait un peu. Ceux qui font leur bilan carbone scope 3, en partie, tout ou partie, avec du spend. À peu près... données monétaires. Quand je dis spend, pardon, c'est des données monétaires. C'est-à-dire que les achats vous envoient de la donnée et vous le convertissez en carbone. Ouais, c'est ça. En principe, il y a beaucoup de mains. Pas mal de monde. Alors, c'est ce qu'on faisait jusqu'ici chez Accor, jusqu'en 2024. Donc, on avait une base de données qui était fournie par les achats pour tous les achats qui passaient par la plateforme d'achat centrale. Donc, on avait une incertitude sur le taux de couverture déjà. Et puis, il y avait toutes les complexités que Quentin vient d'évoquer, c'est-à-dire les différents pays, les différences de prix d'un même produit dans différents pays, les variations de taux de change, plus évidemment la question que Anne a évoquée, c'est-à-dire la variation. Alors même que vous mettez en place une bonne action, entre guillemets, vous achetez des oranges bio, eh bien votre empreinte carbone va augmenter puisque les oranges bio sont plus chères. Donc la méthode qu'on a mise en place cette année repose sur non plus donc ce qu'on appelle le spend base, donc les ressources, enfin la partie euro, mais sur les volumes. Alors vous allez me dire, vous êtes allé chercher les volumes d'achat et les volumes de prestations de services pour 5500 hôtels dans 110 pays dans le monde, c'est un peu complexe. Alors oui, c'est un peu complexe, mais tout l'enjeu, ça a été justement de simplifier l'exercice. Simplifier l'exercice en partant de données, on va dire, théoriques dont on dispose dans l'entreprise, qui sont par exemple, si on prend le sujet de la laundry, donc merci, j'ai oublié. De la lessive, du linge de maison. On sait à peu près par chambre et par type d'hôtel quel est le poids du nombre de draps, du nombre de serviettes, etc. Donc ça, en partant d'un modèle plutôt moyen, on a une capacité à suivre comme ça. Donc ça, c'est juste la donnée de base. Cette donnée de base, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire ? En fait, c'est la question qu'on s'est posée, c'est une question problématique. De quoi on dispose déjà ? On dispose des nombres de chambres vendues. Sinon, on ne sait même pas piloter notre propre activité. Donc on sait combien de chambres on vend. Et ensuite, justement, c'est à partir de cette donnée-là, et comme Valérie l'a dit, on peut poser la question, OK, donc combien à peu près le poids moyen du linge par chambre ? Ça, un hôtelier, il sait à peu près vous répondre. Évidemment qu'il change selon chaque chambre. Il y a des gens qui vont utiliser 2 serviettes, d'autres 4 serviettes, d'autres 5 serviettes. Et ça dépend de votre utilisation. Mais globalement, on sait dire, un Ibis, et le GM sait le dire, donc le directeur, c'est à peu près 3 kg de linge par chambre.
Si vous faites 3 kg de linge multiplié par le nombre de chambres vendues, vous obtenez le poids du linge. Il n'y avait pas besoin de se dire on va peser au gramme près toutes les lins, etc. Et donc c'est cette approche finalement qu'on a essayé d'avoir qui était quelles sont les données déjà disponibles dans l'entreprise, quelles sont celles qui peuvent varier et qui ont un impact, pousser les gens, enfin nous, en gros consommateurs, à ne pas demander plus de serviettes. Et ça, si le GM dit je remarque avec le temps que je baisse le nombre de serviettes, donc je baisse le poids moyen de ma chambre, parce que ma facture descend là-dessus, ou en tout cas je vois le poids moyen, et je capte cette information et j'ai bien le levier qui encapsule ce point-là. Alors Quentin parle des GM, donc c'est les General Managers des hôtels, ce sont les directeurs des hôtels qui peuvent donc soit faire partie des hôtels managés, soit franchisés. Donc si c'est les hôtels managés, on a un contrôle direct, si c'est les hôtels franchisés, on n'a pas de contrôle direct. Dans les deux cas, qu'est-ce qu'on a fait? Puisque toujours les mêmes 5500 personnes, on leur a envoyé un questionnaire avec la contrainte qui est la contrainte de tous les opérationnels quelque part, quelle que soit l'industrie. Ils n'ont pas le temps de répondre aux questions et ils n'ont souvent pas la donnée. Donc comment on fait dans ce cas-là? Justement, on leur pose on leur pose des questions sur leur activité. Donc, je vous le disais, le poids du linge. Et puis, on peut leur demander, est-ce que vous mettez un sticker qui dit je propose au client de ne pas renouveler la serviette. Et via cette question-là, on obtient une espèce de modulation. On sait qu'en tendance, cette action, le fait de proposer au client de ne pas renouveler sa serviette, fait économiser 0,5% de quantité de linge. Et donc, juste en lui permettant de sticker cette case dans le questionnaire, on applique ce qu'on va appeler une modulation. Les modulations, on peut aussi les appliquer pour adapter le facteur d'émission. Si votre directeur d'hôtel vous dit moi je sais que l'approvisionnement de mon linge est fait avec une camionnette électrique, ça arrive, Elis commence à développer ce service, c'est possible. Il peut le savoir, il peut ne pas le savoir, mais il peut le savoir. S'il le sait ou s'il pose la question, il peut aussi, il y a un certain nombre d'actions déjà présélectionnées, il suffit qu'il coche la case, j'ai un distributeur qui me fournit, qui me distribue avec une camionnette électrique. Et là, ça nous permet d'obtenir une modulation et de choisir le bon EF qui va bien pour l'adapter. Alors, poser la question à 5500 directeurs d'hôtel, c'est s'exposer bien sûr au risque qu'il n'ait pas la réponse ou qu'il n'ait pas le temps d'y répondre. Pardon, je reviens à mon point précédent. Donc, la façon dont on a conçu les choses, c'est en partant justement des actions qu'ils sont en mesure de mettre en œuvre dans leur vie quotidienne, et deux, on a complètement intégré le paramètre ils n'ont pas le temps, ils ne savent pas. Donc, c'est un questionnaire qui prend environ 15 à 20 minutes à répondre à un directeur d'hôtel. Et à chaque fois, il a la possibilité de dire « je ne sais pas ». Lorsqu'il dit « je ne sais pas », c'est le facteur d'émission moyen, habituel qui s'applique et le cas de figure moyen de la marque dans la région. Lorsqu'il peut répondre, ça a soit un effet positif, soit un effet négatif. On a noté que ça avait plutôt un effet positif parce que tendanciellement, il se passe plutôt plus de choses positives dans le réseau que pas. Le résultat de cela, c'est quand même qu'on a eu pour une première année un taux de réponse à ce questionnaire de l'ordre de 40%. Franchement, on ne s'attendait pas du tout à cela. On s'attendait à avoir tout au plus 15% de taux de réponse et devoir extrapoler. On a quand même dû extrapoler, bien sûr, mais avec un taux de réponse quand même au départ de 40% qui est significatif. Là, ce qui est intéressant, c'est de se dire que d'une faiblesse qui est d'avoir 5500 sites à travers le monde, on en a fait une force qui est que si 5500 sites, s'il n'y a que 40% des personnes sur 5500 sites qui répondent, statistiquement, on a une assiette intéressante pour faire des extrapolations qui tendent à être justes. Donc c'est aussi de comment tirer de sa situation qui paraît une difficulté, un avantage. Et je pense que ça, c'était un des défis qui nous a animés. Ensuite, on n'a évidemment pas fait tout cela tout seul. On a évidemment travaillé avec Cantis. On a travaillé avec CO2AI également. Et également Price, qui a travaillé plutôt sur la partie audit de cette démarche. Alors, regardons les résultats. Donc, la bonne nouvelle, comme je vous disais, c'est qu'à travers ce questionnaire, on a capturé un certain nombre d'actions positives déjà existantes dans le réseau, mais qu'on n'arrivait pas du tout à capturer à travers la méthode, on va dire, des dépenses en euros.
Et en dépit du fait que le périmètre Accor s'est étendu entre 2019 et 2023, on a une baisse de 10% du scope 3. Il y a un petit effet mécanique quand même, qui est qu'en 2019, on considère que tout le monde est à la moyenne, et en 2023, le fait de répondre au questionnaire a un effet positif. Mais tout ça dans un contexte où le périmètre croît. Un élément intéressant repose probablement sur la partie ce qu'on appelle food and beverage, donc alimentation chez Accor, puisque vous voyez la part de l'alimentation qui est à la fois sur le petit déjeuner et sur les lunch and dinner, donc les repas de midi et du soir, où vous voyez évidemment la part significative que cela représente, puisque Accor, c'est plus de 10 000 bars et restaurants dans le monde. Donc à chaque hôtel, c'est déjà presque 2 restaurants ou 2 bars, ou un bar. Ici, je dirais que c'est un des sujets où la réponse est la plus facile ou la plus tangible, puisque lorsque vous demandez à un directeur d'hôtel quel est le pourcentage de plats ou de menus végétariens sur votre carte, il répond plus facilement que si vous lui demandez est-ce que vous savez si celui qui vous fait le lavage du linge utilise de l'énergie verte. Dans un cas, c'est vraiment complètement lié à son métier au quotidien, et dans l'autre cas, il faut qu'il aille chercher de l'information auprès d'un fournisseur. Parfois, il dispose de cette information, évidemment. Mais en tout cas, les retours qu'on a eus de la part des pas propriétaires, mais des general managers d'hôtels, c'est que ces questions-là étaient des questions auxquelles ils répondaient plus facilement, plus volontiers. Donc, ça vient encore une fois prouver ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que plus on leur pose des questions qui sont au plus près des actions qu'ils peuvent mener, plus on a, de la donnée de meilleure qualité, et 2, une capacité à agir et le fait de les embarquer dans une action pour l'année suivante, puisque celui qui aura répondu j'ai 100% de mes menus qui contiennent de la viande, il se posera peut-être la question en l'année suivante d'en avoir plus que 80%. Ouais. Bah, peut-être ce que je peux... Ce que j'avais envie de partager ici, c'est que donc, en effet, on voit, ce qui est intéressant, c'est de capturer la baisse. Si on avait été en spend, il est fort à parier qu'on aurait une augmentation entre 2019 et 2023, puisqu'on a augmenté notre parc et donc on a augmenté nos achats. Et c'est le but de la stratégie des achats, quelque part, c'est bien d'augmenter. Et encore une fois, si on prend un kilo de viande rouge locale qui est fortement émetteur, mais surtout, il est plus cher qu'un kilo de viande rouge du coup importé, etc. Donc c'est là où la limite du spend est importante. Là, on voit qu'il y a des postes sur lesquels on baisse en passant de 2019 à 2023 lorsqu'on intègre des réponses au survey. Les hôtels qui ont bien agi voient leurs émissions baisser et donc on l'intègre. On voit le rouge, le gros bloc rouge, on passe de 1047 à 905, on a bien une baisse. D'un autre côté, on voit des postes qui augmentent. Par exemple, l'employé commuting augmente. Pourquoi ? Parce qu'on a développé le parc, donc on a plus d'hôtels, donc on a plus d'employés entre 2019 et 2020. Donc on a bien des éléments sur lesquels c'est bien lié, enfin les émissions sont le reflet en fait de l'activité, de l'augmentation de l'activité pour certaines choses et de la mise en place d'actions sur l'autre. Un point peut-être, ouais, voilà. Tu peux tout à fait continuer. Je prenais juste pour la suite, pour ouvrir aux questions. Ouais, j'allais dire s'il y a des questions aussi. Une question peut-être qu'on peut se poser, ou en tout cas, je vais commencer les questions par moi-même. C'est oui, mais comment on est sûr que les gens répondent bien au questionnaire, ou quelle fiabilité et quel degré de fiabilité on peut donner au questionnaire ? C'est une question qu'on s'est posée dès le début. Comment on peut se dire, OK, donc le directeur du site va dire je sers à peu près 60% de plats à base de poulet, 20% à base de poisson, 10 végétariens et 10 véganes. Mettons. Là-dessus, il y a une incertitude. Techniquement, c'est difficile pour lui de démontrer ça de façon rigoureuse. Il le sait parce qu'il connaît sa carte, parce qu'il connaît sa clientèle, et que c'est quelque chose qu'il peut suivre et qu'il peut monitorer, mais il ne sait pas forcément parfaitement l'ensemble. Ce qu'il faut mettre en équivalence, c'est l'incertitude liée au spend, au calcul du spend. Le facteur d'émission lui-même sur le spend, l'incertitude est de 80%. Ça veut dire que quand vous calculez pour 1 000 € d'achat de je ne sais pas quel service, on vous donne
le cabinet de conseil qui vous a accompagné, vous le multipliez par un facteur d'émission et vous récupérez un résultat qui est vrai, plus ou moins 80%. Bah, je ne sais pas vous, mais je me dis, ça va, le range, il est large quoi, en termes de... Quand le range est quand même beaucoup plus faible. Sans doute pas du tout. Non, je fais ça un peu exprès pour titiller, mais c'est pour se dire que, en fait, il faut être assez à l'aise, de mon point de vue, avec l'incertitude quand on fait du calcul carbone. Et parce que ça fait partie du jeu, même si c'est quelque chose qui semble un peu abstrait, un peu compliqué, ça fait partie du jeu. Et c'est aussi la question de l'équilibre des efforts, en fait, puisque travailler d'arrache-pied à avoir la donnée la plus parfaite possible, comme tu disais, Anne, c'est autant de temps, d'énergie et d'efforts qu'on ne met pas ou qu'on ne focalise pas sur encourager l'action et encourager la transformation au niveau où les choses se passent réellement, c'est-à-dire au niveau opérationnel. Je pense qu'on peut ouvrir. Oui, alors, est-ce qu'il y a un micro qui circule? Ouais. Merci. Bonjour, merci pour ce partage. Isabelle Donat, LinkUp. La question que je voulais vous poser, c'est que la baisse qu'on voit là, est-ce qu'elle est due au fait que vous avez affiné votre méthodologie malgré l'augmentation de votre parc ou aux efforts qui ont été mis en place aussi? Et comment vous arrivez à faire le distinguo entre les deux? Alors merci, c'est une très bonne question. C'est les deux, mon général. C'est le fait d'avoir affiné la méthodologie permet de capturer une information qu'on ne pouvait pas capturer avant. Donc, ce qu'on ne saura jamais, en fait, c'est est-ce que cette information, enfin, cette pratique, puisque c'est pas tant l'information qui compte que la pratique, est-ce que cette pratique existait avant 2019, après 2019, en 2021 ou 2022? Ça, on le saura jamais. En fait, on a capturé cette information à ce moment-là et c'est l'affinage de la méthodologie qui a permis de la capturer. Donc, il y a peut-être un élément de complément. 2019, c'est la même méthodologie, enfin, c'est le même calcul, c'est les mêmes données d'entrée, simplement on considère que l'hôtel n'a pas répondu au questionnaire. Donc, ce n'est pas ce qu'on a déclaré en 2019 que vous voyez ici, avec du spend, et qu'on compare à la nouvelle méthodologie. Oui, on est iso-méthodologie, simplement, dans l'année 2019, puisqu'on n'était pas en 2019 et qu'on n'a pas pu envoyer le survey en 2019, on a supposé, comme on le fait souvent dans le calcul carbone, une moyenne majorante, légèrement. Donc c'est de dire, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et par défaut, on va considérer qu'il n'y a pas eu de réponse. L'idée étant de dire que, évidemment, mécaniquement, au début, plus vous avez de réponses, si les hôtels, la pratique moyenne, finalement, qu'on estimait, elle était un peu au-dessus dans le majorant et elle est un peu en dessous dans la réalité, on va voir décroître les émissions. Ça, c'est sûr, mathématiquement, en effet, pendant 2-3 ans, le temps que le questionnaire se stabilise, on va voir décroître les émissions. Mais à un moment donné, les émissions, enfin, le questionnaire va se stabiliser. On va atteindre, je ne sais pas, 70-80% de taux de réponse. Peut-être qu'on dépassera 80, mais j'y crois peu. Mais déjà, si on a 80, c'est bien. Et après, du coup, là, il faudra vraiment mesurer. Là, on commencera à mesurer réellement l'effet des efforts mis en place à grande échelle. Et je pense que dès 50%, on va commencer à le voir parce que année après année, on va bien voir des gens s'y mettre, etc. On revient toujours au sujet de l'amélioration continue de la méthodologie. Exactement. Parce que là, aujourd'hui, vous avez déjà trouvé et mis au point une méthodologie qui est bien meilleure que celle que vous utilisiez avant, qui était sur base monétaire, mais qui va avoir ses limites, comme tu dis, d'ici, on ne sait pas combien d'années, mais qui va avoir ses limites et qui nécessitera d'être revue à un moment. Ouais, surtout qui demandera d'agir. C'est-à-dire qu'au début, il y a un enjeu mathématique, encore une fois, qui lui permet de s'améliorer par elle-même, et après, elle tend à vraiment mesurer que de la performance pure. Et ça devient intéressant pour moi. Enfin, c'était vraiment l'enjeu. Bonjour, merci pour la présentation. Juste une petite question. Est-ce que vous avez déjà envisagé de comparer les hôtels entre eux, donc pour ceux qui ont répondu, pour les stimuler et aussi pour mettre en avant, valoriser ceux qui sont les bons élèves, donc qui font le plus d'efforts, et d'ailleurs pas que les managers d'hôtels, mais aussi leurs collaborateurs. Voilà. Alors oui, évidemment, on y a pensé. Pour l'instant, on ne l'a pas fait à l'échelle de l'hôtel à ce jour. On a plutôt donné au niveau des régions et des marques des tendances, enfin des résultats et du coup des tendances. En revanche, on est sur un projet qui permettra aux hôtels de valoriser en fait ces données à l'échelle, à la maille hôtel,
à travers un questionnaire qui sera mis en ligne. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais en tout cas, le client pourra, en fonction de l'hôtel où il choisit d'aller, comparer les hôtels en fonction de leur performance. Donc c'est ça qui intéresse l'hôtelier in fine en fait. C'est pas tant de se comparer à son voisin, c'est de savoir si cette pratique qu'il met en place et le résultat auquel ça permet d'arriver, si tout cela lui permet d'attirer davantage de clients. L'un des enjeux, c'est peut-être la dimension de change là-dedans. C'est-à-dire que c'est une méthodologie qui est assez complexe quand on rentre dans le détail. Et du coup, c'est d'ailleurs l'intérêt de se faire aider à ce moment-là par Cantis pour bien la définir, trouver les justes positionnements. De fait, il faut déjà qu'on habitue les équipes. Nous, on est au niveau corporate, donc on consolide les 5500 sites, mais finalement, il y a des équipes pour chacune des marques, ou pour en tout cas structurées, et elles, il faut qu'elles se l'approprient pour être ensuite en mesure de les présenter aux hôtels et qu'eux-mêmes se l'approprient. Donc en fait, on est encore, j'allais dire, dans la première année. On vient de démontrer on vient de se faire un avis positif à l'issue du reporting 2023. On réentame la deuxième année en 2024 sur ce modèle-là. Et donc, voilà, on espère embarquer au fur et à mesure chaque niveau. Mais il faut qu'on se donne du temps là-dessus, parce que ça prend du temps. Bonjour, je suis là. Clémence Pétillon pour Decathlon. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est vous avez dit et répété que c'était une démarche itérative. C'est quoi la prochaine étape? Et ma deuxième question, légèrement en lien, c'est vous êtes validé SBTI, donc j'imagine que vous avez peut-être des projections, des plans de transition en cours. Je voulais savoir en quoi et comment est-ce que tout ce que vous avez mené à bien ici s'inscrivait, qu'est-ce que vous avez développé pour ces plans de transition. Merci. Et merci pour les explications et tout. Ouais, donc sur le côté itératif, justement, on était en année 1, on s'est dit voilà, on ne va pas se fixer, on ne va pas adresser toutes les catégories ou tous les postes avec le même niveau de précision. Donc itératif dans le sens où, par exemple, avec la première slot de survey, on a des retours opérationnels de gens qui nous disent « Ah, mais ça, on est capable de le suivre, finalement ». Donc on se dit, tiens, on va l'ajouter dans les futurs questionnaires. On voit qu'on a un beau taux de réponse, on voit que ça pourrait être un levier, qu'il y a un suivi d'un point de vue opérationnel, donc autant l'ajouter. Ensuite, on s'est aperçu que parfois, on avait oublié de demander une donnée ou pas demandé exactement celle qu'on aurait voulu ou qu'on pouvait l'améliorer. Donc ça, c'est un peu le travail qu'on fait avec Cantis, c'est que chaque année, on se pose, on se dit, tiens, on fait le rétexte de ce qu'on a regardé, de ce qu'on a calculé et comment ça s'est passé. On se dit, tiens, on a besoin de telle évolution, on a tel effet qui a évolué. Ah oui, tiens, il faut prendre tels éléments en plus. Et donc là, on vient l'ajouter. Et après, on le travaille avec d'autres partenaires qui sont CO2AI. Derrière, c'est pas très visuel aujourd'hui parce que c'est un script Python, mais en fait, derrière, il y a d'une certaine côté la méthodologie qui dit ce qu'il faut faire, et après, il y a un script, donc un algorithme qui fait ce qu'il faut faire. Et donc, après, il y a cette deuxième phase où on le transcrit dans l'algorithme pour effectuer le calcul. Voilà, c'est un peu ça le côté itératif. Et peut-être après, c'est de le développer, on le disait, auprès de nos hôteliers pour leur donner à voir de façon plus visuelle les réponses en dynamique, auprès de nos clients pour leur permettre d'avoir accès à des données très fines parce que le niveau de calcul est extrêmement fin, voilà, parce que ça peut les intéresser, etc., etc. Et pour répondre à votre question sur SBTI, le plan de transition, etc., peut-être prendre juste un pas de recul. Donc, au niveau accord, les scopes 1 et 2, c'est plus de 75% du bilan carbone. Donc, vous vous doutez bien que du coup, notre plan de transition se focalise principalement sur ce sujet. Néanmoins, dans le scope 3, si on regarde justement le sujet alimentation, c'est 17% de notre bilan carbone global. Donc, c'est significatif, avec un point d'entrée qui est probablement, je ne sais pas si chez Decathlon vous avez le même type de sujet, j'imagine que oui, en tout cas dans le retail ça arrive souvent, c'est le niveau de management ou le niveau de contrôle que vous avez sur des franchisés par exemple. Donc tout l'enjeu sur le scope 3 et sur l'alimentation aujourd'hui pour nous est un enjeu de conduite du changement, c'est-à-dire de convaincre le general manager, donc le directeur d'hôtel, de convaincre le propriétaire d'hôtel, puisque les propriétaires d'hôtel ont un avis, vous n'imaginez pas, extrêmement tranché sur ce qu'on sert dans leur restaurant, pour les amener petit à petit
donc à adopter un certain nombre de pratiques. Donc là-dessus, on a mis en place, on a travaillé depuis le début d'année 2024 à un plan sur l'alimentation durable avec trois grands chevaux de bataille, si j'ose dire, qui sont le café, le cacao et la viande. Donc chacune de nos régions et de nos marques s'est dotée d'un plan d'action pour conduire le changement sur ces sujets et amener une transformation des pratiques que l'on vient mesurer ensuite. Mais en termes de, si votre question, d'un point de vue plan de transition, concerne plutôt le capex qu'on aurait mis pour transformer, eh bien, on ne mettra pas de capex sur ce sujet parce qu'il n'y a pas de capex à mettre en réalité. Merci pour votre présentation. Une question concernant les transversalités, en particulier sur la gouvernance, puisqu'on a des propriétaires, des gérants, on va dire, et puis vous, Accor, qui quand même pilotez tout ça. Lorsque vous êtes sur un scope 3, la part de gouvernance, elle revient la plus importante dans l'action. Au final, vous arrivez à la mesurer et elle revient en particulier pour les propriétaires, pour les gérants ou plutôt pour Accor dans sa politique générale mondiale de RSE? Oui, c'est une très bonne question. Donc Accor dispose bien sûr de modalités de mise en œuvre d'un certain nombre de standards, qu'on appelle les standards de marque, au sein desquels on pourrait dire, on ne le dit pas encore aujourd'hui, mais on pourrait dire, par exemple, chez Sofitel, on ne sert plus que tel ou tel type de plat. Ce serait envisageable, en tout cas, de dire, voilà, la carte FNB d'un Sofitel ou d'un Ibis, elle a telle tête. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais il y a plein, dans ces standards de marque, énormément de prescriptions sur la bonne manière de gérer l'hôtel. Je prenais tout à l'heure l'exemple du linge de maison. Dans les standards de marque, on vous dit très nettement, voilà, il faut que vous mettiez un drap avec tel grammage dans un Ibis, et il doit y avoir une paire de draps et 2 serviettes par personne. Donc, quelque part, Accor a une influence qui peut être assez forte. Néanmoins, l'exécution, elle se fait, et c'est là, c'est tout le jeu justement à la fois cette gouvernance et de cette conduite du changement, c'est que l'exécution, elle se fait par le gérant de l'hôtel. Et là, on a une distinction entre le cas de figure où on est dans un hôtel managé et le cas de figure où on est dans un hôtel franchisé. En tout état de cause, pour tout ce qui concerne les dépenses, le propriétaire peut avoir son mot à dire. Donc, voilà, vous avez vraiment une sorte de triumvirate comme ça qui fonctionne plutôt bien, évidemment, mais qui a des moments où il y a des blocages et où il faut quand même avancer et où on doit faire un pas de côté pour aboutir. Bonjour et merci pour la présentation. Moi, j'avais des questions. En fait, vous avez un peu répondu à la première question, mais j'ai pas tout compris. Du coup, je repose. En fait, sur la dernière slide là, qui était juste avant, donc il y avait la comparaison 2019 et 2023. Donc vous disiez que c'était la même méthode, c'est-à-dire là, c'est pas des données monétaires sur 2019. Et du coup, j'ai pas bien compris comment vous avez recalculé du coup 2019 avec et du coup les données, vous êtes servi desquelles? J'ai pas bien compris. Alors du coup, en effet, on a été capable de recalculer 2019 parce qu'une partie des données d'entrée, en fait, c'est les données qu'on a en centrale. Encore une fois, la première question qu'on s'est posée, c'est de quoi on dispose. Le nombre de chambres, on en dispose. Le nombre de chambres vendues. C'est l'une des métriques clés de l'activité. Donc, on va dire, en 2019, on a dit par exemple pour le linge, on sait combien on a vendu de chambres, on le savait en 2023, mais on est capable de le retrouver en 2019. On va dire, en 2023, grâce au questionnaire, un certain nombre d'hôtels, au lieu d'avoir en secteur économie, c'est-à-dire par exemple les Ibis, etc., 4,5 kg de linge, ça c'était la moyenne qu'on a obtenue. Mais grâce à leur réponse, parfois ils ont dit nous on est à 4,2, nous on est à 4,3, on a enlevé, etc. Donc eux, on leur a donné leur valeur à eux. Mais 2019, on a dit toi si tu es un Ibis, puisque tu n'as pas répondu, on fait comme si tu n'avais pas répondu au questionnaire. La méthodologie fonctionne comme si les gens répondaient je ne sais pas à tout. Et je ne sais pas à tout, ça revient à te donner la valeur moyenne majorante de ta situation. Et cette valeur moyenne, du coup, elle est calculée à partir de quoi? De quelles données d'entrée dont on parlait tout à l'heure. Et par exemple, Non, pas des données. Non, encore une fois, le linge,
tous ceux qui ont répondu ont donné une valeur, soit par défaut, soit le linge. On sait que les standards de marque vous disent il y a à peu près 4,5 kg. Ah, ok, vous êtes servi d'autres d'autres valeurs qui existent. Ouais. Ok. En fait, la méthode est capable de boucler sur elle-même. Ça veut dire qu'elle peut. Enfin, je sais pas. Sur ce truc-là, il y a une table de paramètres de base qui dit le poids moyen du linge pour telle gamme d'hôtels, mais c'est très large. C'est tant. Un petit déjeuner chez Ibis, c'est un croissant, un pain au chocolat et un café. Exactement. Il y a aussi du jus d'orange. Donc, dans les marques luxury, qu'on appelle luxe et lifestyle, ça va être la même chose, plus des œufs brouillés et du bacon. Donc, là, ça, c'est écrit dans les standards de marque. Donc, quelque part, le repas type, enfin, le petit déjeuner type dans chacune des chambres vendues, on l'a par défaut. Okay. Après, un hôtel peut décider de dire, moi, je vais proposer du bacon et du bacon végétal. Okay. Et dire, in fine, dans mon offre de petit déjeuner, il y a, 10% du total qui n'est plus d'origine animale, par exemple. Si on lui pose la question comme ça, on ne lui pose pas exactement la question comme ça, mais c'est juste pour illustrer. Est-ce que c'est plus clair ? Oui, c'est clair. Merci. Mais désolée, j'avais 2 autres petites questions. Déjà, est-ce que vous comptabilisez les déplacements des clients dans le scope 3 On sait le compter, mais on le publie pas aujourd'hui. C'est pas un attendu de SBTI ni de CSRD. Et bon, désolée, dernière question. Du coup, sur la méthode d'avant, quand vous utilisez les données monétaires, vous utilisez quel type de facteurs d'émission en termes quel facteur d'émission monétaire vous utilisez et quel niveau de précision, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait par exemple alimentaire ou viande, parce que j'ai l'impression qu'il n'existe pas énormément de facteurs d'émission monétaires et du coup je voulais savoir comment est-ce que vous catégorisiez les dépenses et jusqu'à quel niveau de précision. Je ne sais pas si c'est clair comme question. Votre question, c'est est-ce qu'on utilisait un facteur d'émission global pour l'alimentation, voilà, par exemple, ou un facteur d'émission dans le post-alimentation pour le jus d'orange, le café, etc. Voilà, ce genre de C'était plutôt la deuxième option. Ok, merci. Avec une grande incertitude quand même, comme je disais, et sur le taux de couverture, c'est-à-dire qu'on ne savait pas. Il y a beaucoup d'hôtels qui passent par nos achats centraux, donc on était capable de collecter cette donnée, on était capable de l'extrapoler un peu, mais on avait quand même toujours une incertitude sur tous les hôtels qui ne passaient pas par les achats centraux. Donc un niveau de certitude sur la couverture qui était très moyen, en plus de tous les autres paramètres dont on parlait avant. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être ? Oui, bonjour, merci pour la présentation. Quentin, vous avez parlé du fait qu'il y avait énormément d'hôtels qui rentraient et qui sortaient chaque année. Comment vous prenez ça en compte dans ce bilan carbone ? Est-ce que c'est en absolu, en intensité ? Comment vous prenez ça en considération dans vos comparaisons ? Alors, c'est en effet une question qu'on se pose souvent. Là, on est en absolu, puisqu'en fait, le but, la logique du bilan carbone, c'est de faire chaque année ce qui se passe. Donc, logiquement, plus il y a d'hôtels, plus justement, on a un enjeu à voir les émissions grossir, sauf si on agit. La théorie, c'est ça, ou suivant. Mais en fait, dans l'analytique, alors aujourd'hui, ça dépend du niveau à qui on s'adresse. Si vous me demandez à moi, je fais du like for like, c'est-à-dire que j'essaye de détourer quels sont les hôtels qui sont toujours les mêmes dans les 2 périmètres, de comparer, là, du coup, en volume ou en intensité, ça revient au même, mais cependant, il y a de l'activité, donc combien de chambres ils ont vendues. Donc, je vais utiliser plein de métriques différentes. Je vais faire du like for like, c'est-à-dire comparer ceux qui sont toujours dans les mêmes, voir l'impact de l'ajout, voir l'impact de l'activité réelle, c'est-à-dire augmenter le nombre de chambres vendues, qui est bien le but du groupe, quelque part. Donc, je vais prendre tout ça en compte, sachant que dans SBTI, tel qu'en ce moment, pour l'instant, en tout cas, on est engagé, c'est du volume. Et peu importe, quelque part, que ça rentre, que ça sorte. Donc voilà, je dirais que ça dépend vraiment de à qui on s'adresse, sachant que moi, j'aime tout calculer. Et je crois qu'on doit en terminer là, mais merci beaucoup à toutes et à tous pour vos questions et à bientôt.